Donc tout d'abord un bref rappel anatomique sur l'os temporal. Cette approche anatomique permet de comprendre les éléments anatomiques qui le composent. Il en découle en fait les lésions qu'il faut rechercher en priorité, et ça permet également de comprendre les signes cliniques de présentation des patients qui présentent une lésion de l'os temporal. L'os temporal est une structure osseuse complexe qui associe l'écaille, le tympanal et le rocher. Sur cette vue externe du crâne, en fait, l'os, on voit essentiellement l'écaille du temporal ainsi que le conduit auditif externe, l'écaille du temporal qui répond essentiellement à l'oreille externe, et le tympanal, en fait, qui va former la partie antérieure et inférieure du conduit auditif externe avec la portion horizontale de l'écaille. Sur cette vue endocrânienne, on voit que le rocher, en fait, répond par sa face supérieure à la fosse cérébrale moyenne, et qu'il répond également par sa face postérieure à la fosse postérieure, et qu'il est en relation avec de nombreux orifices au niveau de la base du crâne, le foramen lacérum, le foramen jugulaire, et puis qu'il est percé à sa partie interne par le conduit auditif interne. Alors, l'os temporal est en rapport étroit avec des structures vasculaires. Au niveau du foramen jugulaire, il y a la veine jugulaire, et puis il y a également l'artère carotide qui va le traverser, notamment au niveau de l'apex pétreux. Il est également en rapport avec de nombreuses structures nerveuses, que ce soit le paquet acoustico-facial au niveau du conduit auditif interne qui comporte le nerf facial et le nerf cochléo-vestibulaire. Le nerf cochléo-vestibulaire se terminant au niveau du labyrinthe antérieur et postérieur. Mais également, il faut penser à d'autres structures nerveuses, notamment comme le nerf trijumeau en rapport étroit au niveau de l'apex pétreux avec le temporal. De ces différents éléments anatomiques, on comprend quelle peut être la présentation clinique d'une lésion du rocher. N'importe quelle lésion qui va entraîner une interruption de la chaîne de conduction du son, à savoir conduit auditif externe, membrane tympanique, osselet ou fenêtre ovale, peut être responsable d'une surdité de transmission. De même, n'importe quelle lésion responsable d'une atteinte de la cochlée, du modulus ou du nerf cochléaire va être responsable d'une surdité de perception. Enfin, on voit que spécifiquement, on peut avoir une atteinte des nerfs crâniens, le 5, le 6, le 7, le 8 et les nerfs mixtes. Les acouphènes pulsatiles peuvent traduire la présence d'une lésion vasculaire et puis également une atteinte du cochléaire. Enfin, les otalgies sont un signe peu spécifique qui peuvent se voir lors de lésions situées à distance du rocher, mais l'otite moyenne, elle, pourra traduire un dysfonctionnement tubaire. À partir de ces éléments anatomiques, il est donc possible de dresser une approche systématique des lésions de l'os temporal. On va éliminer en premier lieu les lésions qui vont résulter de l'obstruction de cellules normalement aérées, à savoir le granium à cholestérine, ou qui vont résulter d'inclusions épidermiques comme le cholestéatome. Ensuite, il faut penser aux tumeurs développées à partir des nerfs, les schwannomes, des paraganglions, le long de certains nerfs, le paragangliome. Enfin, la tumeur développée à partir de l'arachnoïde bordant la dure mère, le méningiome. Se limiter à ces 5 lésions, bien entendu, c'est insuffisant. Il faut considérer pour chaque localisation spécifique du rocher qu'on peut avoir d'autres lésions spécifiques. Alors, certaines lésions vont intéresser plus particulièrement l'apex pétreux, d'autres la région du sac endo-lymphatique, d'autres la mastoïde et l'oreille moyenne, et enfin d'autres lésions le conduit auditif externe. Une fois que ces lésions, qui ont une topographie spécifique, auront été éliminées, on pourra penser aux dysplasies et dystrophies osseuses avec l'autospongiose dans sa forme évoluée, avec la dysplasie fibreuse avec la maladie de Paget ou l'ostéopétrose, avant d'envisager dans un dernier temps les lésions sans localisation spécifique qui peuvent intéresser n'importe quelle structure osseuse au niveau du squelette, comme les métastases. Le protocole d'exploration du temporal est relativement standardisé. On attend des renseignements complémentaires du scanner et de l'IRM, et ces deux examens qui peuvent dans un bon nombre de cas être couplés. Le scanner va donner des renseignements sur la structure osseuse, alors que l'IRM va donner des renseignements sur les structures
neurologique, neurosensorielle, et également va donner des renseignements sur la caractérisation tissulaire des lésions que l'on peut rencontrer. En IRM, classiquement, on réalise une acquisition axiale en flair sur l'encéphale, et les coupes axiales T2 haute résolution, qu'il s'agisse de séquences Drive, 6 ou Fiesta, permettent une analyse de l'angle ponto-cérébelleux et des liquides de l'oreille interne. Les séquences T1 sont intéressantes afin de s'assurer d'un hypersignal normal de la médulaire osseuse au niveau de l'apex pétreux, au niveau de la lippe ou au niveau du clivus, et peuvent également permettre de rechercher certaines lésions qui présentent un hypersignal T1 spontané, comme le granule macrolystérine que nous allons voir plus en détail après. Ces séquences également sont complétées par des séquences injectées, éventuellement tardives dans les bilans de cholestéatomes. Là encore, la séquence de diffusion est intéressante pour la caractérisation des cholestéatomes. Le scanner est réalisé habituellement en coupe fine avec un petit champ de vue, un algorithme de reconstruction osseuse ultra haute résolution. Et il s'agit le plus souvent maintenant sur les machines actuelles d'une acquisition hélicoïdale avec reconstruction axiale et coronale. Chacun de ces examens peut être couplé avec une exploration vasculaire, angio-MR avec injection ou séquence 3D TOF, et angioscanner avec injection, acquisition à un temps artériel ou veineux en cas d'exploration vasculaire concomitante souhaitable, qu'il s'agisse d'une étude d'une lésion vasculaire ou de son retentissement sur les structures artérielles ou sur les sinus avoisinants. Le granulomacolestérine, c'est une lésion qui va survenir en cas d'obstruction de cellules normalement aérées. Ceci va entraîner des cycles répétés de saignement avec une réaction granulomateuse inflammatoire qui va aboutir à la constitution d'une lésion kystique soufflante qui présente une capsule fibreuse qui contient un liquide formé de sang vieilli et de cristaux de cholestérol. C'est important de faire le diagnostic. Le traitement, c'est le drainage l'aérateur pour les lésions dans l'apex pétreux, car elles sont d'accès difficile et la récidive est fréquente. Au niveau de l'oreille moyenne et de la mastoïde, on cherchera au maximum une résection chirurgicale des parois du kyste et de son contenu. L'aspect en imagerie relativement caractéristique, on voit ici une lésion soufflante de l'apex pétreux gauche, bien limitée, et le signal de cette lésion en IRM, hyper T1 spontané, franc hypersignal T2. C'est une lésion qu'il faut toujours évoquer parce que des cellules aérées, il peut y en avoir n'importe où dans le rocher, que ce soit au niveau de l'apex pétreux, comme dans ce cas à gauche, donc qui ici présente une lésion qui est en revanche en très net hypersignal T1, avec une couronne en hyposignal qui peut correspondre au remollage osseux ou éventuellement à des produits de dégradation d'hémoglobine qui s'accumulent en périphérie de la lésion. On peut également les retrouver au niveau de la mastoïde ou de l'oreille moyenne, avec ici un exemple de lésion également en franc hypersignal T1, franc hypersignal T2. Il faut toujours évoquer aussi la possibilité d'un cholestéatome ou kyste épidermoïde. Il s'agit d'une inclusion épidermique. En d'autres termes, c'est de la peau au mauvais endroit. Dans seulement 5% des cas, ils sont congénitaux. Il s'agit de cellules épithéliales incluses lors de la fermeture du tube neural, mais ils peuvent également être acquis par perforation tympanique. Le cholestéatome, c'est une enveloppe épithéliale, comme figuré sur cette photo, contenant des débris de kératine, et le traitement est l'exérèse chirurgicale. Le diagnostic est habituellement fait en scanner, mais l'IRM a également tout son intérêt dans la caractérisation lésionnelle, notamment pour les patients opérés en cas de suspicion de récidive, afin de différencier cette lésion d'une fibrose ou d'une réaction inflammatoire au niveau de la cavité opératoire. Je suis dans ce T1. Sur les séquences T2 haute résolution, le signal est relativement proche de celui de LCR sur les séquences T1. Sur les séquences T2 haute résolution, souvent le signal est moins élevé que celui du LCR. Il n'existe pas de rehaussement après injection de gadolinium, excepté en périphérie de la lésion. Et les séquences de diffusion ici sont intéressantes. Elles montrent un franc hypersignal. Il faut toujours y penser, bien entendu, parce qu'on peut en retrouver n'importe où au niveau du temporal, que ce soit au niveau de l'apex pétreux, ici avec cette lésion à nouveau qui présente un peu les mêmes caractéristiques, uniquement du point de vue du scanner, avec le granulomacolestérine, une lésion soufflante de l'apex pétreux, mais l'IRM montre une lésion en hyposignal T1, proche du LCR, un fin rehaussement périphérique, et en hypersignal T2. Même chose ici dans ce cas au niveau du ganglion géniculé, avec ici sur le scanner un élargissement de la première portion du facial,
L'IRM permet donc ici sur le scanner un élargissement de la fossette du ganglion geniculé de la première portion du facial. L'IRM permet de retrouver cette lésion en virgule en hypersignal T2, non rehaussée après injection de gadolinium, peut être exceptée en périphérie, et ceci est important pour discuter les autres lésions de la fossette du ganglion geniculé. Également au niveau du conduit auditif externe chez ce patient, l'érosion osseuse est ici relativement régulière, mais c'est une pathologie qui atteint plus fréquemment le sujet âgé. On peut également avoir une érosion osseuse plus irrégulière avec quelques spicules osseuses. Là encore, la lésion n'est pas rehaussée et peut-être juste en périphérie ici, à la paire en hyposignal T1. On voit ici un petit peu la limite des séquences de diffusion classiques compte tenu des nombreux artefacts avec les interfaces air et os au niveau du conduit auditif externe. Ici, on a du mal à affirmer qu'effectivement sur cette séquence, il y a une lésion. Et les lésions qui se constituent après obstruction de cellules normalement aérées, après occlusion épidermique. Maintenant, nous allons voir les 3 tumeurs les plus fréquentes, en tout cas les tumeurs qu'il faut toujours évoquer au niveau du rocher, comme le schwannome, qui est développé à partir des cellules de Schwann entourant les nerfs. Alors, ces nerfs, en fait, on les retrouve au niveau du conduit auditif interne et du labyrinthe. Il y a également le facial, en fait, qui va poursuivre son trajet au niveau de la première portion du ganglion geniculé de la caisse, puis descendre au niveau de la mastoïde et sortir au niveau du trou stylomastoïdien ici. Et il faut toujours penser également à la proximité du nerf trijumeau, au niveau du cavum trigéminé, de l'apex pétreux, et des nerfs mixtes au niveau du foramen jugulaire. Le traitement, c'est l'exérèse chirurgicale. Donc cette diapo pour vous illustrer qu'effectivement, des schwannomes, on peut en rencontrer n'importe où au niveau du temporal. Nous allons voir en détail ces différents exemples. On peut en retrouver au niveau de l'oreille moyenne, au niveau de la caisse, notamment en cas de schwannome de la deuxième portion du nerf facial. Ici, cette lésion rehaussée de façon homogène après injection qui épouse le trajet du nerf facial au niveau de la caisse et qui est responsable d'une déformation et d'une lise du canal du facial. Également au niveau de la mastoïde et du conduit auditif externe, toujours évoquer la possibilité d'un schwannome de la troisième portion du nerf facial. C'est une lésion qui va être responsable d'un élargissement relativement régulier du canal du facial qui se prolonge jusqu'au niveau du trou stylomastoïdien. Cette lésion va être rehaussée de façon intense après injection et peut également présenter une petite composante kystique lorsqu'elle est de taille suffisamment importante. Au niveau de l'oreille interne également, il peut s'agir d'un nerf cochléaire, d'un schwannome du nerf cochléaire ou du nerf vestibulaire. C'est le nerf 8. Dans le cas présent, illustré ici par une petite prise de contraste localisée au niveau de la cochlée, traduisant un schwannome cochléaire. Il est important également de bien regarder les coupes en T2 haute résolution pour s'apercevoir d'une disparition du signal liquidien habituel du labyrinthe. Enfin, le foramen jugulaire est en rapport étroit avec le temporal. Et ici, on note un élargissement régulier du foramen jugulaire avec cette lésion ici, en battant de cloche, centrée sur le trajet des nerfs mixtes. Le principal diagnostic du schwannome du facial, hormis une possible infiltration périneurale, au niveau du ganglion geniculé, ça va être l'hémangiome du nerf facial. C'est une tumeur qui est développée à partir des plexus vasculaires qui vont entourer le nerf. Et ces plexus vasculaires sont plus présents au niveau de la région du ganglion geniculé, d'où la fréquence plus importante d'hémangiome du nerf facial à ce niveau. L'analyse conjointe des signes IRM et osseux est importante et on voit ici une érosion un peu irrégulière de la fossette du ganglion geniculé avec une prise de contraste qui apparaît peut-être un peu plus irrégulière que pour celle que l'on constate pour ce schwannome du ganglion geniculé. Nous venons de voir qu'il faut toujours penser aux tumeurs développées à partir des nerfs et il faut également penser aux tumeurs qui naissent des paraganglions composés des cellules chémoréceptrices le long de certains nerfs qui vont traverser le rocher. Il s'agit des paragangliomes, donc qui peuvent être développés le long du nerf de Jacobson, qui est la branche tympanique du glossopharyngien, du nerf d'Arnold, qui est la branche auriculaire du vague, de la portion descendante du nerf vague. Il s'agit de la deuxième tumeur de l'os temporal avec un pic de fréquence entre 50 et 70 ans, une prépondérance féminine, et dans 10% des cas, il est possible de voir des tumeurs multiples.
Au niveau du foramen jugulaire, donc, on reconnaît les nerfs mixtes, ici 9 et 10, avec la branche du 9, le nerf de Jacobson, qui se prolonge jusqu'au niveau de la caisse, au niveau du paraganglion tympanique, en avant du promontoire, et le nerf d'Arnold, branche du 10 ici, qui vient jusqu'au niveau du 7, au niveau de sa portion descendante dans le rocher. Il est bon de rappeler que le paragangliome est quand même la cause la plus fréquente d'acouphènes pulsatifs avec surdité de transmission. C'est une lésion localement infiltrante qui va disséminer le long des foramens nerveux, des foramens vasculaires, et une dissémination intracrânienne et une extension transdurale est également possible. Les métastases sont rares. La scintigraphie allocréotique a toute son importance dans la détection des tumeurs multicentriques, métastatiques, et également des récidives. Le traitement est le plus souvent l'embolisation préopératoire, qui n'est pas nécessaire pour une petite lésion uniquement localisée en avant du promontoire au niveau de la caisse, mais qui sera proposée dans les lésions les plus volumineuses, suivie immédiatement d'une chirurgie. La radiothérapie peut également être proposée dans les lésions les plus volumineuses. L'aspect le plus typique, on l'a pour ce paragangliome tympanojugulaire, avec un aspect perméatif, un os mité ici, et cette lésion qui présente un signal caractéristique avec des hyposignaux de flux circulant et un rehaussement intense après injection. Sur le T1 sans injection, on note l'aspect classique en poivre et sel lié aux hyposignaux de flux circulant, ainsi qu'un fin picté hémorragique expliquant l'hypersignal T1 spontané. Ces paragangliomes, on le voit qu'encore une fois, on peut les retrouver à peu près n'importe où au niveau du temporal, au niveau de la mastoïde du conduit auditif externe et au niveau de l'oreille moyenne, et on peut également avoir une extension diffuse au niveau du temporal. Donc le paragangliome de la mastoïde du conduit auditif externe va être centré sur la troisième portion du nerf facial, illustré ici par cette lésion avec cet aspect un peu mité de l'os, où on distingue relativement difficilement le canal du nerf facial, et puis cette petite lésion tissulaire qui s'étend au niveau du conduit auditif externe et probablement également un petit peu au niveau de la caisse. Cette lésion apparaît fortement rehaussée après injection, donc un tableau très différent de celui du schwannome, où habituellement les limites sont sont beaucoup plus nettes. Au niveau de la caisse du tympan, on peut également avoir un paragangliome tympanique localisé essentiellement en avant du promontoire, fortement rehaussé ici après injection de gadolinium et responsable dans ce cas présent en fait d'un dysfonctionnement tubaire avec petite rétention au niveau des cellules mastoïdiennes. Lésion diffuse va être responsable d'une atteinte de l'ensemble du rocher, aussi bien et également peut être responsable d'une atteinte d'une extension au niveau de la fosse postérieure, comme illustré dans ce cas. Pour finir avec la troisième tumeur à toujours évoquer au niveau du rocher, il s'agit du méningiome qui est développé à partir de l'arachnoïde bordant la dure mère. Il s'agit de la deuxième tumeur intracrânienne primitive avec un pic entre la 4e et 5e décennie, également un ratio féminin prépondérant. Les facteurs de risque sont l'irradiation, les NF2, et puis également il y a indéniablement un rôle des hormones féminines. L'extension à la cavité tympanique peut se faire par la trompe de Stach, le tegmen tympani ou l'hypotympan. Et le traitement chirurgical est le plus souvent difficile en cas de lésion de grande taille. L'IRM est relativement facile pour faire le diagnostic. Elle montrera la plupart du temps la composante durale de la lésion ici au niveau de la fosse temporale et puis une extension possible au niveau de la caisse, comme ici au niveau de la trompe de Stach, avec ici une rétention, une otite séreuse réactionnelle. En scanner, parfois, le diagnostic peut être plus difficile si on passe rapidement sur ce cas ici, qui montrait simplement une discrète condensation osseuse. À l'extrême, on peut avoir un cas un aspect qui se rapproche de celui de la dysplasie fibreuse, avec un épaississement osseux et des images de verre dépoli. Et là, sans l'IRM et l'injection de gadolinium, on passera à côté du diagnostic de méningiome.
L'autre aspect possible, donc ici avec ce méningiome de la fosse temporale envahissant l'oreille moyenne par le tegmen tympani avec un deuxième méningiome contralatéral, c'est cet aspect un peu perméatif de l'os. Et dans ce cas-là, on aura parfois du mal à évoquer le diagnostic, surtout si on sait que le patient présente des otites séreuses chroniques récidivantes et que l'on pense à un os un peu ostéitique. En revanche, dans ce cas d'ostéoméningiome en plaques, le diagnostic sera beaucoup plus facile. On notera la condensation osseuse, l'aspect envers dépoli, mais également surtout ces érosions, ces petites érosions osseuses en périphérie de la lésion, très évocateur du diagnostic, avec ici une composante au niveau de la fosse temporale relativement fine, mais une extension de la lésion au niveau de la caisse et également au niveau du conduit auditif externe. On voit donc que les lésions de grande taille peuvent être responsables d'une atteinte diffuse du rocher, avec extension par le tegmen tympani, par l'hypotympan ou par le conduit auditif externe. Donc rapidement cette diapositive pour résumer ce que l'on vient de dire. Toujours évoquer des lésions qui résultent de l'obstruction de cellules normalement aérées, granules à cholestérine et cholestéatomes, qui présentent habituellement une érosion osseuse irrégulière. On distinguera ces lésions des tumeurs, schwannome, paragangliome et méningiome, qui, elles, présentent un rehaussement. Le schwannome présentant une érosion osseuse régulière et les paragangliomes et les méningiomes pouvant présenter une érosion osseuse irrégulière avec un aspect infiltratif et pour le méningiome une hyperostose. La diffusion a un intérêt dans le bilan des lésions de plus de 5 mm. Elle peut être négative si la lésion est trop petite. On pensera tout particulièrement au schwannome en cas de trajet nerveux de la lésion. Pour les lésions de taille suffisante, on aura un aspect poivre et sel caractéristique du paragangliome. Enfin, l'IRM avec injection de gadolinium permet à tous les coups de redresser le diagnostic en cas d'incertitude en montrant la composante durale d'un méningiome. Ce sont les 5 lésions qu'il faut toujours évoquer. Malheureusement, il y a également d'autres lésions qu'il faut savoir reconnaître. Et pour les reconnaître, l'important, c'est d'abord de déterminer l'origine apparente de la lésion. Ceci va permettre de restreindre la gamme diagnostique. Nous allons successivement envisager les lésions de l'apex pétreux, les lésions de la région du sac endolymphatique, les lésions de l'oreille moyenne et de la mastoïde, puis les lésions du conduit auditif externe. Au niveau de l'apex pétreux, il faut penser à certaines pseudo-lésions. Lorsqu'on n'est pas très habitué, on peut se faire avoir par une asymétrie de pneumatisation, avant d'envisager une effusion, une apicite, un céphalocèle ou un anévrisme de la carotide interne. Pour reconnaître une asymétrie de pneumatisation de l'apex pétreux, le plus simple, c'est de faire un scanner, mais si on a un peu plus l'habitude, c'est de comparer l'hypersignal graisseux de l'apex pétreux avec celui des structures graisseuses avoisinantes. Ça peut être la graisse orbitaire, ça peut également être la médulaire osseuse au niveau des autres structures osseuses de la base du crâne. Il s'agit simplement d'un peu de liquide au niveau des cellules de l'apex pétreux et elle est indistinguée du granuome à cholestérine qui, elle, est une évolution vers une lésion soufflante kystique car en cas d'effusion, on a un respect des trabéculations osseuses. L'hypersignal T2 est proche de celui du liquide céphalorachidien. En revanche, en T1, on peut avoir un signal un peu trompeur selon la concentration protéique de ces lésions. Faut-il les surveiller? Tous les auteurs ne sont pas d'accord. Certains pensent que ça peut être un préliminaire vers l'évolution vers un granuome à cholestérine. Donc peut-être en cas d'hypersignal T1 ou de signal T1 un peu plus élevé, discuter une surveillance de ce type de lésion.
L'apicite, en revanche, elle est une lésion relativement rare maintenant avec le traitement antibiotique un peu systématique de toutes les infections de la sphère ORL. Il s'agit d'une infection de l'apex pétreux qui se traduit dans sa forme la plus classique par le syndrome de Grabnigo avec écoulement de l'oreille, paralysie du cis et névralgie du trijumeau, qui sont les structures nerveuses qui passent à proximité ou dans l'apex pétreux. C'est une lésion, on va voir ici une espèce de coalescence des cellules au niveau de l'apex pétreux gauche, ainsi qu'une prise de contraste. Il y a une petite rupture corticale, ici avec une petite prise de contraste de la dure mère en arrière de l'apex pétreux. Enfin, l'anévrisme de la carotide interne est une lésion relativement rare. Le diagnostic peut être difficile. Il va être fondé essentiellement sur le scanner en cas de lésion à signal complexe en IRM. On va reconnaître en fait la déformation du canal carotidien ici qui est relativement subtile parce que la lésion est de petite taille. Pour les lésions de petite taille non thrombosées, l'angio-MR 3D TOF sera suffisante au diagnostic. On reconnaît ici la petite image d'addition développée à partir de la carotide interne intrapétreuse. En revanche, en cas de lésion thrombosée, le signal peut être relativement complexe et c'est des lésions qui peuvent être très très piégeantes. Il ne faut pas hésiter éventuellement dans certains cas à recourir à l'angioscanner qui permettra de bien analyser l'anévrisme et le thrombus. En résumé rapidement ce qu'on vient de dire pour ces lésions de l'apex pétreux, la symétrie de pneumatisation elle sera évidente si l'on réalise un scanner lorsque l'on n'a pas l'habitude d'analyser l'apex pétreux. Les fusions, le signal peut être variable, mais il est important de voir un respect des trabéculations osseuses, sinon on a une évolution possible vers le granulome à cholestérine. L'apicite est une lésion rare qui sera évoquée en cas d'otite et en scanner en cas de coalescence des cellules de l'apex pétreux avec une prise de contraste et une érosion possible avec rupture corticale. Le céphalocèle est également une lésion finalement assez relativement fréquente si on regarde attentivement les scanners cérébraux, dont le signal est iso à celui du liquide céphalospinal. Et le diagnostic sera fait lorsque l'on peut mettre en évidence l'extension de cette lésion à partir du cavum de Meckel. L'anévrisme de la carotide interne peut présenter un signal complexe et le scanner également sera intéressant en montrant un élargissement du canal carotidien. Bien entendu, il ne s'agit pas des seules lésions que l'on peut rencontrer au niveau de l'apex pétreux et certaines tumeurs de voisinage peuvent l'envahir. Le chordome, généralement centré sur le clivus, se développe à partir de résidus de la notocorde. Le chondrosarcome, habituellement centré sur une synchondrose pétroclivale ou pétrooccipitale, se développe à partir de reliquats cartilagineux. Et par contre, le cancer du nasopharynx, l'origine est habituellement évidente pour peu qu'on aille voir le cavum. Le chordome constitue 4% de tumeurs osseuses primitives avec un pic de fréquence entre 30 et 50 ans. Il s'agit d'une tumeur gélatineuse avec des septa fibreux, des séquestres osseux, un hyposignal T2 et la présence de mucine et de sang peut expliquer l'hypersignal T1 spontané de certaines lésions comme c'est le cas ici. Le traitement est le plus souvent la résection associée à une radiothérapie. Le chondrosarcome est la tumeur la plus maligne. La tumeur maligne la plus fréquente au niveau de l'apex pétreux peut se rencontrer à tous les âges en association avec la maladie d'Ollier. La lésion présente une matrice chondroïde qui explique son franc hypersignal en T2. Elle peut également présenter des calcifications dans 45 à 60% des cas et le traitement est également la résection et la radiothérapie. Après les lésions de la région de l'apex pétreux, il faut envisager les lésions de la région du sac endolymphatique, essentiellement deux étiologies. La première, bien évidemment, les tumeurs du sac endolymphatique, qui sont des lésions qui n'étaient pas très connues jusqu'à il y a quelques années, qui se développent à partir du sac endolymphatique au niveau de la fossette inguéale à la face postérieure du rocher, qui peut être associée à la maladie de von Hippel-Lindau, qui est associée hémangioblastome, cancer du rein, kyste et tumeur endocrine pancréatique. Le traitement et la résection chirurgicale éventuellement précédée d'une embolisation dans les lésions de grande taille, celles-ci étant richement vasculaires et risquant de saigner. Ici, un aspect typique de tumeur du sac endolymphatique avec cette érosion de l'apex pétreux rétroméatique et de la région du sac endolymphatique, érosion osseuse irrégulière, avec en IRM une lésion qui s'étend au niveau de la fosse postérieure qui présente
des kystes hyper intenses en T1 et en T2, très évocateurs du diagnostic, ainsi qu'un rehaussement tumoral se prolongeant ici au niveau du conduit auditif interne. Les lésions peuvent également être de plus petite taille. Ici, cette patiente atteinte d'une maladie de von Hippel-Lindau avec un hémangioblastome, et on reconnaît ici la petite prise de contraste au niveau de la région du sac lymphatique qui risque de passer inaperçue si on ne pense pas forcément à ce diagnostic en cas de screening de ces patients. L'histiocytose X est également une lésion que l'on peut rencontrer probablement plus fréquemment au niveau à proximité du sac endolymphatique qu'au niveau de l'apex pétreux. Il peut également y avoir d'autres atteintes au niveau de la base du crâne et du maxillaire. Il s'agit d'une prolifération histiocytaire avec atteinte osseuse, éventuellement atteinte des parties molles associées. Et la classification distingue les lésions unifocales comme le granuome éosinophile, plus fréquent entre 5 et 20 ans. Des lésions multifocales, c'est la maladie de Hand-Schuller-Christian, qui atteint le plus souvent un enfant entre 3 et 5 ans. Des formes diffuses, la maladie de Letter-Sieve, chez les enfants de moins de 3 ans. Le traitement va associer à divers niveaux, curetage, éventuellement chimiothérapie dans la maladie systémique. La présentation va être variable en fonction des structures anatomiques atteintes. Il peut s'agir, comme dans ce cas, d'une surdité de perception gauche progressive, puis une surdité profonde par lise et atteinte du labyrinthe postérieur. Donc on voit ici cette lésion lytique relativement bien limitée, fortement rehaussée après injection de gadolinium. Mais il peut également s'agir de tableaux d'oticite externe ou de mastoïdite traînante, résistante au traitement antibiotique, chez ce patient qui avait une vingtaine d'années, avec cette lésion relativement plus mal limitée, intéressant la mastoïde, la région du sac endolymphatique, l'apex pétro-rétroméatique, et également fortement rehaussée après injection. En l'absence d'autres éléments cliniques évocateurs, le diagnostic peut être difficile, mais il ne faut pas hésiter à le formuler pour permettre justement de faire les examens anatomopathologiques adaptés pour rechercher cette pathologie. Voyons maintenant les lésions de l'oreille moyenne de la mastoïde. Très volontairement, je me suis limité à 2 lésions. En effet, on sait qu'on peut rencontrer toute une variété de pathologies inflammatoires, infectieuses et tumorales, mais dans bien des cas, l'imagerie sera non spécifique, et dans ces cas, il est important de se reporter aux données de l'histologie, voire au contexte général. Est-ce que le patient est atteint de tuberculose? Est-ce que le patient présente une maladie de Wegener? Nous allons juste passer rapidement donc sur l'adénome et le rhabdomyosarcome. L'adénome est une lésion qui souvent, le diagnostic ne sera pas fait de façon préopératoire. C'est une lésion qui, certes, présentera un rehaussement, donc évoquera une tumeur, mais dont l'érosion osseuse peut être variable en fonction du caractère agressif ou pas de l'adénome. Elle se présentera sous la forme d'une masse de la caisse derrière un tympan intact. Le rhabdomyosarcome, lui, par contre, une lésion qu'il faut évoquer, en particulier chez l'enfant, avec un pic de fréquence entre 2 et 5 ans et entre 15 et 19 ans, avec une masse très destructrice régulière, rehaussée après injection de gadolinium. Voyons enfin les lésions du conduit auditif externe. Certaines lésions surviennent dans un contexte clinique évocateur et l'examen clinique, compte tenu de l'accès du conduit auditif externe, permettra le plus souvent de faire le diagnostic. Chez un sujet jeune avec une sinusite chronique des bronchectasies, présentant des amas de kératine obturant le conduit auditif externe sans érosion osseuse, on pensera à la kératose obturante. La fibrose médiale du conduit auditif externe, qui réalise une petite lésion venant combler le fond du conduit, survient habituellement dans un contexte d'otite externe chronique et se compose de tissus fibreux. Il faut également penser aux exostoses et aux ostéomes, au carcinome épidermoïde qui peut souvent survenir dans un contexte d'otite externe chronique, et enfin l'otite externe nécrotique qui survient chez le patient diabétique et immunodéprimé. Cette petite diapositive pour illustrer les différences entre ostéome qui est représenté par une masse osseuse sessile pédiculée unique
par rapport à l'exostose qui réalise une sténose circonférentielle du conduit auditif externe, ici, et qui survient en cas d'exposition chronique à l'eau et qui est donc une pathologie du plongeur en eau froide et des surfeurs. Le diagnostic est bien entendu scannographique pour ces deux lésions. Pour le carcinome épidermoïde, dans la majeure partie des cas, le diagnostic est fait avant que le patient soit adressé par l'imagerie. Et l'intérêt de l'imagerie ici est de faire un bilan exhaustif lésionnel, de démontrer l'extension de la lésion tant au niveau des structures du rocher lui-même qu'au niveau de la fosse cérébrale moyenne, puisque cette lésion, via le tympanie, peut également envahir la cavité intracrânienne. Dans certains cas, pour des lésions débutantes, le diagnostic peut parfois être difficile, notamment avec une otite externe maligne. L'otite externe maligne, ou plus exactement nécrotique, puisqu'il ne s'agit pas d'une tumeur, est le plus souvent due au Pseudomonas aeruginosa et survient sur un terrain particulier, le patient diabétique et le patient immunodéprimé. Dans cet exemple, ici, le diagnostic est aisé puisqu'on a une lésion relativement étendue, avec ici une image d'axial au niveau des parties molles sous-cutanées, une extension avec lise de la mastoïde, une prise de contraste du conduit auditif externe de la caisse, et même dans ce cas, ce qui est un peu extrême, une prise de contraste du labyrinthe, traduisant de la labyrinthisation, et une fine prise de contraste méningée des parois du conduit auditif externe. La lésion peut également s'étendre sous la base du crâne et en fait suivre les plans graisseux situés sous la base du crâne et se transformer à terme ou évoluer à terme vers une ostomie de la base du crâne. En cas d'ostomie de la base du crâne, les lésions donc seront essentiellement localisées au niveau de la base du crâne et au niveau des apex pétreux. Et on voit tout l'intérêt des séquences T1 sans injection, qui montrent ici une disparition de l'hypersignal T1 spontané habituel des apex pétreux, traduisant un remplacement de la médullaire osseuse normale par ce tissu inflammatoire et infectieux. Après injection, on notera une importante prise de contraste des apex pétreux, ainsi qu'une prise de contraste durale, celle-ci étant le plus souvent plus ou moins épaisse, mais généralement il s'agit d'une prise de contraste homogène. On peut également voir, comme dans cet exemple, ici un abcès, donc cette lésion hyposignale rehaussée en périphérie, sous la base du crâne. Nous venons de passer en revue toutes les lésions focales que l'on va évoquer avant de discuter les dysplasies et les dystrophies osseuses. Ces lésions, en fait, sont des lésions qui sont au mieux caractérisées par le scanner. On peut avoir des doutes en cas d'autospongiose évoluée et de se poser la question d'un diagnostic différentiel avec une ostéogenèse imparfaite ou certaines atteintes de la syphilis. La dysplasie fibreuse survient habituellement chez le sujet de moins de 30 ans, la maladie de Paget chez le sujet de plus de 40 ans. Enfin, l'ostéoplétrose est une maladie très rare, génétique, c'est une ostéochondrodysplasie rare qui entraîne une sclérose diffuse et qui peut s'accompagner d'hématopoïèse extramédullaire dans les formes sévères. Passons très rapidement sur l'autospongiose, qui est une ostéodystrophie primitive de la capsule otique, avec une transformation des cellules cartilagineuses en foyers autospongieux. On reconnaît des facteurs génétiques et endocriniens, hormonaux. Donc la lésion ici intéresse la capsule otique, et il faut savoir que dans certains cas en IRM, on peut également mettre en évidence des prises de contraste correspondant au foyer autospongieux. La dysplasie fibreuse correspond au remplacement de l'anse normale par un tissu fibreux pathologique, et on distingue classiquement en imagerie trois aspects: un aspect sclérotique, kystique ou mixte. Cliniquement, il existe trois formes de présentation avec une atteinte monostotique dans plus de 70% des cas. Il s'agit le plus souvent de patients entre 10 et 30 ans. À différencier de l'atteinte polyostotique avec plusieurs structures osseuses atteintes, mais généralement il s'agit d'une atteinte unilatérale. Enfin, le syndrome de McCune-Albright, qui est une forme sévère polyostotique avec hyperpigmentation cutanée et puberté précoce. Donc ce cas, on verra que le diagnostic de dysplasie fibreuse est un diagnostic nettement plus évident en scanner qu'en IRM, avec ici un épaississement de l'os, une sténose du conduit auditif externe, des plages de verre dépoli et même quelques zones kystiques.
L'aspect en IRM peut être très trompeur, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à avoir recours au scanner en cas d'exploration du temporal, et on peut voir comme ça des prises de contraste au niveau de ces zones de dysplasie fibreuse. Ici, un exemple de syndrome de McCune-Albright avec une atteinte polyostotique de l'hémiface gauche et du temporal, avec cet aspect de hypertrophie osseuse, avec plage de verre dépoli, sténose du conduit auditif externe. Il ne faut pas oublier de penser à certaines pathologies intriquées liées notamment à l'obstruction du conduit auditif externe, comme ici la présence d'un cholestéatome lié au dysfonctionnement de l'oreille moyenne. La maladie de Paget dans sa forme typique et évoluée, c'est un diagnostic relativement facile, avec ici cet os d'aspect un peu pagétoïde, cette hypertrophie osseuse diffuse atteignant la base du crâne et la voûte osseuse, et le diagnostic d'ailleurs est fait immédiatement dès le scout view. Dans les formes débutantes, par contre, c'est un diagnostic qui peut être plus difficile à faire. On montrera une déminéralisation débutant le plus souvent au niveau des apex pétreux. Enfin, une fois qu'on a passé en revue donc toutes ces lésions avec une topographie spécifique qu'il faut penser à éliminer de façon rigoureuse, on pensera aux lésions sans localisation spécifique, et notamment les métastases osseuses, le myélome, la leucémie, les tumeurs acidules géantes et le kyste anévrismal. Donc bien souvent, le signal de ces lésions n'est pas spécifique, comme ici avec cet exemple de myélome, cette lésion en discret hypersignal flair, fortement rehaussé après injection. Le diagnostic est plus évident lorsque l'on voit d'autres lésions à distance, ici comme ces lésions à l'emporte-pièce au niveau de la voûte. Les tumeurs acidules géantes et les kystes anévrismaux présenteront généralement les mêmes caractéristiques sémiologiques au niveau du reste du squelette. En conclusion, donc, pour finir, il est toujours essentiel de déterminer l'origine apparente de la lésion pour permettre d'évoluer dans une gamme diagnostique restreinte, et qu'il convient donc toujours d'éliminer les lésions qui présentent un aspect caractéristique en imagerie, à savoir le granulome à cholestérine lié à l'obstruction de cellules aériques normalement aérées, le cholestéatome lié à l'inclusion épidermique, le schwannome, le paragangliome et le méningiome, qui sont des tumeurs naissant respectivement des nerfs, des paragangliomes ou de l'arachnoïde bordant la dure mère sur la surface endocrânienne. Toujours penser que les dysplasies osseuses seront mieux caractérisées par le scanner. Et enfin, savoir que l'utilisation conjointe du scanner et de l'IRM joue un rôle essentiel dans l'évaluation des lésions du temporal. Je vous remercie.